Bonsoir à tous, bienvenue, le sommet de la grande édition du soir sur BB24. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Il permet de faire le plein d'énergie pour partir sur de bons pieds. Pas question de le sauter ou d'avaler. Une simple tasse de café sur le pouce à suivre les secrets du petit déjeuner. Elle est la science qui enseigne à raisonner juste. La logique distingue le raisonnement correct de l'incorrect. Les scientifiques estiment que c'est un instrument d'argumentation. Ce 14 janvier lui est dédié, une journée pour promouvoir la logique. Le marché agricole béninois est de plus en plus envahi et concurrencé par les produits importés. Il faut penser à des solutions pour protéger le Made in Bénin. Albert Roncourt, économiste, nous édifie dans ce journal. Il permet à l'organisme de recevoir des nutriments essentiels pour son bon fonctionnement. L'absence du petit déjeuner est peut-être fatale pour le corps. Une question subsiste tout de même. Quels aliments devons-nous mettre dans nos assiettes au petit déjeuner pour offrir au corps tout ce dont il a besoin? Et qu'est-ce qu'on retrouve souvent dans l'assiette des Béninois? Les éléments de réponse dans ce reportage de Bénédicte Kossou, Fleury Dovonou et Rodrigue Babagbeto. C'est le premier repas et le plus important de la journée. Le petit déjeuner apporte au corps un quart des besoins énergétiques. Le petit déjeuner, son rôle, c'est d'ouvrir vraiment la porte à l'organisme pour que ça puisse continuer dans la journée et réclamer. En fait, le repas, c'est comme de l'essence pour l'organisme. Et la meilleure manière de mettre cette machine-là en marche, parce que c'est toute une machine, c'est de lui envoyer quelque chose le matin. S'il faut nécessairement prendre un petit déjeuner pour garder son organisme fonctionnel toute la journée, faut-il manger de tout le matin? Au sein de la population, le choix des mets au petit déjeuner est varié. D'habitude, je prends ablo. Je prends ablo tous les matins. Ou bien pain sandwich, c'est tout. On essaie de prendre quelque chose qui est consistant le matin. Des fois, on prend la pâte miatassée le matin. À mon réveil les matins, je peux prendre soit la pâte, soit la bouillie ou le riz. Tout dépend de mon appétit. Quelqu'un qui fait pousse-pousser, par exemple, il ne peut pas prendre du thé le matin. Il ne peut pas prendre la bouillie aussi. Il mange ce qui est gros en même temps là. Et puis il est à l'aise. Pour manger la l'activité qu'on fait là, qu'on voit avant de manger. Pour ce spécialiste, il n'y a pas un type particulier de nourriture. Seulement, des clarifications s'imposent. En nutrition, ça dépend du travail de chacun. Mais en réalité, si nous voulons conseiller quelque chose pour le petit déjeuner d'abord, c'est qu'il faut prendre des salades de fruits, des salades de légumes le matin pour permettre à l'organisme de travailler. Si votre boulot ne vous permet pas de manger, entre-temps, c'est bon de manger pour être rassasié le matin, mais sentez la faim. Ça, c'est très important. Il ne faut pas se lever et dire parce qu'il faut prendre le petit déjeuner, c'est se surcharger. Perdre l'habitude de prendre le petit déjeuner peut se révéler fatal pour l'organisme. Des risques sont présents. Déjà, là où nous sommes, nous tous, on a besoin de petit déjeuner. Nous tous, parce que c'est déjà créé. Et nous devons le faire. Et pour le faire, si vous ne faites pas, vous risquez d'avoir l'ulcère gastrique. Le petit déjeuner permet d'alimenter les muscles et le cerveau en énergie. Il apporte au corps les éléments nutritifs nécessaires pour la réalisation de ses tâches quotidiennes. Il faut donc choisir comme premier repas de la journée des aliments qui offrent des apports de qualité à l'organisme. Le petit déjeuner, le secret d'une journée énergique. Venons-en maintenant à la logique, une science qui enseigne à raisonner juste et qui distingue le raisonnement correct de l'incorrect. Selon les scientifiques, la logique est une partie de la philosophie qui enseigne à diriger la raison dans la recherche et dans l'exposition de la vérité. La logique est à l'honneur ce 14 janvier. Qu'est-ce que la logique et à quoi sert-elle? Pour répondre à ces différentes questions, Ulvaeus Balogun nous édifie.
Selon la tradition classique, les êtres humains sont définis comme étant des animaux rationnels ou dotés de logique. La logique qui apparaît alors comme l'aptitude à la réflexion, la capacité à s'appuyer sur la connaissance des facultés de l'intelligence humaine, de sorte à en déduire les règles auxquelles l'intelligence doit être assujettie. La logique est omniprésente. Lorsque vous utilisez un logiciel d'intelligence artificielle, lorsque vous allumez votre ordinateur, lorsque vous développez un argument. La logique est un universel contemporain. Pourtant, en dépit d'être entouré de logique, nous restons tout à fait inconscients de son ubiquité. En effet, en tant que recherche sur les principes du raisonnement, la logique a été étudiée par de nombreuses civilisations au cours de l'histoire. Depuis ses premières formulations, elle a joué un rôle majeur dans le développement de la philosophie et des sciences, devenant aujourd'hui un instrument qui permet de résoudre des problèmes pratiques. Et malgré sa pertinence indéniable pour le développement des connaissances, des sciences et des technologies, le public est peu sensibilisé à l'importance de la logique, d'où la proclamation de la Journée mondiale de la logique par l'UNESCO. Son objectif, porter l'histoire intellectuelle, la signification conceptuelle et les implications pratiques de la logique à l'attention des communautés scientifiques interdisciplinaires et du grand public. À l'aube de cette nouvelle décennie, la logique est une discipline plus que jamais vitale pour nos sociétés. L'informatique et le numérique, qui structurent aujourd'hui nos modes de vie, sont ainsi des technologies fondées sur le raisonnement logique et algorithmique. La célébration chaque année d'une journée mondiale de la logique aurait donc pour objet de favoriser la coopération internationale, de promouvoir le développement de la logique dans la recherche et dans l'enseignement. En outre, elle contribuerait aussi à promouvoir une culture de la paix, du dialogue et de la compréhension mutuelle, s'appuyant sur les progrès de l'éducation et de la science. Parlons à présent du marché agricole. C'est un lieu de vente et d'achat pour agriculteurs et producteurs. Au Bénin, ce marché est de plus en plus confronté à une concurrence des produits importés. Pour booster l'économie, il faut donc protéger ce marché. Et il existe bien des mécanismes pour y arriver. Albert Roloncourt est économiste. Il propose ici quelques pistes de solutions. Le marché agricole, c'est un marché qui regroupe bien sûr les offres et les demandeurs, ceux qui achètent et ceux qui vendent des produits issus de l'agriculture de façon générale. Protéger le marché, c'est une manière de l'isoler un peu de la concurrence des produits qui sont importés. Quand on subventionne les intrants, par exemple, c'est une manière de protéger. Par exemple, subventionner les intrants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le producteur veut calculer le revenu issu de sa production ou le profit issu de la production, il va faire le prix moins le coût. Maintenant, si l'État subventionne le coût, c'est que les coûts sont faibles et ça va augmenter le profit et ça permet aux producteurs de rentabiliser leurs activités qui, si elles n'étaient pas subventionnées, ne seraient pas rentables. Si un commerçant de produits agricoles quitte Cotonou pour aller acheter un produit peut-être à Abomey par exemple, si la route n'est pas bonne, ça va augmenter le coût et ce qu'il va offrir aux paysans là-bas serait beaucoup plus faible. Donc il y a tout un tas de mesures qu'il faut mettre en place, dont les infrastructures publiques, dont l'accès au crédit, dont l'accès aux intrants, etc. Mais au-delà de ça, il faut aussi promouvoir la transformation locale. Il faut qu'on ait des industries qui transforment ces produits-là. Parce qu'il y a certains produits, par exemple, qui sont très périssables et que si on ne les transforme pas en un temps record, ces produits-là pourrissent. Or, c'est ce qu'on arrive à vendre qui doit couvrir toute la production. Dans la suite de cette édition, je vous invite à suivre à présent un condensé de quelques informations au plan national. C'est dans La Nation en bref, préparé et présenté par Amandine Aliambossou.
15 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe dédiée à la deuxième phase du microcrédit à l'AFIA. Le Conseil des ministres du mercredi dernier a statué sur les conditions de sa mise en œuvre et du financement des artisans cibles du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Cette deuxième phase va consister, outre le maintien des crédits actuellement consentis, à mettre en place une nouvelle formule pour la prise en compte des demandes de la tranche de 50 001 francs à 100 000 francs CFA. En vue de créer également un impact économique plus marquant, les microcrédits restent ouverts à toutes les populations éligibles, y compris celles qui avaient déjà bénéficié des crédits de 30 à 50 000 francs. L'initiative Microcrédit à l'AFIA est lancée en octobre 2020 comme formule de microcrédit basée sur la digitalisation des processus de déboursement et de remboursement. Ce projet représente une innovation majeure dans l'écosystème financier béninois. 24 jours après son lancement, les travaux du site du plateau technique de l'École des métiers du numérique à Cotonou évoluent à grands pas. 3 ministres du gouvernement ont visité le chantier. Au terme de la visite, les ministres se sont dit satisfaits de l'état d'avancement des travaux qui sont à un taux d'exécution physique de 25%. Le plateau technique de l'École des métiers du numérique est composé d'un espace intérieur qui regroupe un module de 3 ateliers pour les travaux pratiques, d'un appartement témoin d'un espace extérieur permettant de reproduire l'architecture réseau actuellement déployée au Bénin et les évolutions à l'international, ainsi que d'une salle de stockage d'équipements sensibles. Les travaux ont démarré en décembre 2021 pour une durée de 3 mois. La première phase de recrutement pour le textile dans la zone industrielle spéciale de Glodjibé a démarré. Les jeunes béninois en quête d'emploi ont donc jusqu'au 30 janvier prochain pour saisir leur chance. La première cohorte prend en compte 1000 jeunes et les intéressés peuvent déjà s'inscrire. Après la phase d'enregistrement, suivra celle de la présélection suivant les critères édictés par le projet. À cette étape, il s'agira de sortir la liste des éligibles en tenant compte de ceux qui sont âgés de 18 à 30 ans et savent lire et écrire. Mais les candidats ayant tout au moins un niveau secondaire seront mieux lotis. Les présélectionnés seront préparés par l'ANPE à la phase d'entretien avant d'atterrir à la société d'investissement et de promotion de l'industrie. Tout un accompagnement est prévu par le gouvernement pour qu'il y ait un maximum de jeunes qui réussissent à cette opération. En nouvelle brève, le Fonds monétaire international alerte sur les risques des crypto-monnaies. Selon le FMI, les monnaies électroniques constitueraient un danger à surveiller pour les investisseurs qui s'y engagent et les pays qui y trouvent une opportunité. Le problème avec ces crypto-monnaies, c'est que leur valeur ne reflète pas une réalité économique effective sur les marchés financiers. Cette alerte concerne particulièrement le Nigeria, qui est reconnu comme le premier pays au monde en termes d'utilisation de Bitcoin. Cela pourrait aussi toucher des pays comme la Côte d'Ivoire qui dominent l'utilisation de cet actif dans la zone UEMOA. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.